Bonjour à toutes et à tous. Ici Youssef Indy. Je fais une vidéo spéciale avec le rédacteur en chef de Faits et Documents, Xavier Poussard, pour revenir sur une affaire qui est en cours, l'affaire Zineb El Razoui. Zineb El Razoui qui a attaqué en justice un journaliste indépendant qui s'appelle Idriss Siamedi. Elle l'a attaqué pour cyberharcèlement. Alors, je résume l'affaire rapidement. Zineb El Razoui, si je ne m'abuse, est une ancienne journaliste de Charlie Hebdo qui, je crois, s'est fait connaître pour ses prises de position contre l'islam ou contre l'islamisme. C'est selon, hein. Et alors, le fond de l'affaire, c'est quoi? C'est Idriss Siamedi, ce journaliste, qui balance sur la place publique, notamment sur Twitter, des informations concernant Zineb El Razoui. Quelles sont ces informations? Je résume. Zineb El Razoui ne vivrait pas en France comme tout le monde le croit, mais elle vivrait à Dubaï. Elle serait propriétaire d'un riad luxueux au Maroc qu'elle louerait. Elle aurait dans sa résidence luxueuse à Dubaï une servante d'origine éthiopienne. Et chose curieuse, son mari, donc, qui est chef du pôle Proche-Orient à la banque Rothschild, travaillerait dans la finance islamique avec les Saoudiens et les Qataris, ce qui peut paraître étrange quand on sait, pour les gens qui connaissent Zineb El Razoui, quand on sait ses prises de position vis-à-vis de l'islam et de l'islamisme, sachant, je le rappelle, hein, que l'Arabie Saoudite et les Qatar sont les promoteurs internationaux, idéologiques du terrorisme et les promoteurs financiers de ce même terrorisme. Plus encore, Idriss Siamedi affirme que le mari de Zineb El Razoui, donc de la banque Rothschild, se serait converti à l'islam dans une mosquée salafiste à Londres. Donc, alors pourquoi est-ce que je vous parle de cette affaire? Parce que lorsqu'elle a éclaté sur les réseaux sociaux, mon compte Twitter a relayé en fait certains tweets de Idriss Siamedi concernant Zineb El Razoui, rappelant que Faits et Documents, donc la lettre confidentielle Faits et Documents fondée par Emmanuel Ratier, dont le rédacteur en chef actuel est Xavier Poussard, avait révélé, alors je ne sais plus quand exactement, Xavier Poussard nous le dira, que Zineb El Razoui était effectivement la compagne du chef Proche-Orient à la banque Rothschild, qu'elle n'était pas à Paris lors des attentats de Charlie Hebdo, bien qu'elle ait prétendu apparemment être une rescapée de ces attentats, et qu'elle bénéficierait d'un appartement attribué par la mairie de Paris dans une rue huppée du premier arrondissement de Paris. Alors, déjà, je rappelle que ce genre d'information a déjà fuité concernant d'autres personnalités. Je vais vous donner un exemple précis. Le 10 novembre 2011, dans le journal Libération, mais dans d'autres journaux aussi, hein, on apprend que Jean-Pierre Chevènement bénéficie d'un logement social. Je cite Libération du 10 novembre 2011. Le candidat du MRC habite, donc Jean-Pierre Chevènement, habite un appartement de 120 mètres carrés de la ville de Paris pour 1519 euros par mois. Alors que la polémique ressort, il dénonce une campagne politique contre lui. Pas question de rendre les clés. Jean-Pierre Chevènement occupe toujours un logement social de la régie immobilière de la ville de Paris. Bel appartement de 120 mètres carrés dans le quartier du Panthéon pour 1519 euros mensuels. Loyer qui s'élèverait dans le privé à 3500 euros. Donc, le journal Libération révèle cela et donne même, pas l'adresse, mais dit que c'est dans le quartier du Panthéon. Voilà. Ce n'est pas pour autant qu'il mette sa vie en danger. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour avoir tweeté cela, donc mon compte Twitter a retweeté cette coupure de presse de Faits et Documents en rebondissant sur les tweets de Idriss Siamedi, j'ai été convoqué par la brigade de répression sur la personne en tant que témoin dans le cadre d'une enquête contre Idriss Siamedi
pour cyberharcèlement. Je ne me prononce pas sur le cyberharcèlement, je ne connais pas les détails, mais ce que je peux dire, c'est que le fait de révéler, enfin plutôt de faire circuler une coupure de presse où on apprend qu'une personnalité, donc mariée à quelqu'un d'assez fortuné, puisque d'après Idriss et Ahmedi, le mari de Zineb El Razoui toucherait comme salaire 60 000 euros par mois, on peut effectivement se poser la question, comment se fait-il qu'une personnalité donc aisée puisse bénéficier par la mairie de Paris d'un appartement huppé dans ce quartier-là. Donc toujours concernant Zineb El Razoui, on peut s'étonner d'être convoqué par la police. Lorsqu'on entend par exemple Zineb El Razoui en novembre 2019 dire qu'il faut tirer à balles réelles sur les barbares des banlieues. Je vous la fais écouter. Il faut dire que, par exemple, sur les événements de Mantes-la-Jolie, les événements récents, le guet-apens organisé à une petite patrouille de policiers par une centaine de je ne sais pas qui c'est, de racailles. Bon, il faut dire les choses comme ça. Moi, j'ai vu un peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Les gens de tous horizons étaient absolument unanimes. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Non, mais oui. Ah bah si, vous avez un guet-apens de 100 barbares qui prend... Non, on fait pas ça. Oui, il faut que la police puisse... La police américaine aurait tiré à balles réelles pour bien... En France, nous ne sommes pas aux États-Unis. Sauf que Mais les valeurs, alors, sauf que les valeurs désarmons la qui sont police. là pour le coup, Désarmons c'était la un discours. police. Non, on désarme pas la Enfin, je vais police. pas dire ce que je pense parce que Voilà, alors on entend Zineb El Razoui qui invite la police à tirer à balles réelles sur les barbares des banlieues. Bon, ça c'est sa liberté d'expression, on peut la respecter, mais à ma connaissance, Madame El Razoui n'a pas été convoquée par la police pour autant. Précision, pour que les choses soient bien claires. Lorsque on fait circuler ce type d'informations, lorsqu'on a un débat politique ou lorsqu'on attaque politiquement une personnalité, en aucun cas cela signifie qu'on veut attenter à sa vie ou quoi qu'est-ce. Nous ne sommes pas en guerre civile, nous n'avons pas, nous, un discours de guerre civile, et dans ce contexte, révéler ce type d'information peut avoir pour objectif, normalement seul et unique objectif, de révéler une tartufferie. Tout simplement. Donc, je pense qu'on est dans les clous de la loi. Maintenant, je vais laisser la parole à Xavier Poussard, rédacteur en chef de Faits et Documents, qui a révélé l'existence de cet appartement attribué à Zineb El Razoui et aussi l'information concernant son mari travaillant chez Rothschild. Je laisse la parole à Xavier Poussard pour qu'il nous en dise plus. Ah bah là, déjà, bonjour Youssef, bonjour à tous. Donc bon, tu as résumé l'histoire dans les grandes lignes. Alors bon, c'est une affaire qui est intéressante parce qu'elle touche plusieurs aspects de ce qu'on appelle le débat public et de l'émergence de personnalités dans le débat public. Et donc Zineb El Razoui, comme tu l'as dit, c'est une personnalité qui est visiblement protégée, puisque sont sorties sur Twitter une série de révélations relayées par des canaux effectivement liés à l'islam politique qu'on appellera islamiste, mais ces informations étaient en source ouverte, facilement vérifiables. Or, elles n'ont fait l'objet d'aucun écho dans les journaux. Le canal de révélation de ces informations a été placé en garde à vue et poursuivi pour harcèlement sur Twitter, c'est-à-dire cyberharcèlement. Et on a vu tout le pouvoir médiatico-politique protéger Zineb El Razoui. Ce qui est très intéressant, puisque une série de révélations comme ça, par exemple François Fillon en 2017, il fait l'objet de harcèlement, si on va par là. Non, ça s'appelle du journalisme. Et quand c'est sur Twitter par d'autres canaux et que tout est sourcé, ça s'appelle du cyberharcèlement. Donc là déjà, on est sur une dérive très très grave, puisque d'un côté, si c'est autorisé, c'est du journalisme. Si c'est pas autorisé et que la personnalité est protégée, ça s'appelle du cyberharcèlement. Alors ça, c'est un premier point. Ensuite, sur Zineb El Razoui, stricto sensu, ce que je tiens à dire déjà, c'est que le dossier, tout le monde le connaissait. Tout le monde le connaissait à Paris.
toutes les rédactions y avaient eu accès pour une simple et bonne raison, c'est que le SDLP, c'est-à-dire le service de protection des personnalités, comment dirais-je, est utilisé de façon abusive par la République pour protéger des personnalités qui n'ont pas nécessairement besoin de protection ou qui du moins abusent de cette protection. Et d'ailleurs, si vous voulez suivre ce qui se passe au SDLP et l'histoire de ces abus, c'est pas compliqué. Il y a un canal privilégié qui est Aziz Zemmouri dans Le Point, qui a sorti un certain nombre d'affaires, c'est-à-dire le SDLP qui était utilisé pour protéger les livraisons de diamants de Meyer Habib, le SDLP récemment utilisé pour protéger Agnès Buzyn et Yves Lévy avec une protection, je dirais, de complaisance, etc. Donc d'habitude, c'est Aziz Zemmouri dans Le Point qui sort ce genre d'affaires. Or, là, Aziz Zemmouri ne l'a pas sorti. Or, Aziz Zemmouri, c'est un journaliste qui est assez ambigu puisqu'il a la réputation, je ne dis pas qu'il est ça, mais en tout cas, il a la réputation très nette d'être aussi un relais des frères musulmans. Donc, première chose, sur le SDLP. Donc, ce dossier, le dossier Zineb, tout le monde y a eu accès, y compris moi, et je l'ai sorti de façon résumée dans ma lettre, et je vais le présenter Dans Faits et Documents. Et je vais le présenter de façon très simple. Le dossier Zineb El Razoui, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une légende dans le milieu des services de renseignement. C'est-à-dire que c'est typiquement la création d'une icône médiatique à qui on a construit une légende. Alors, pour bien comprendre ce que c'est, je vais présenter la légende et puis ensuite je vais présenter la réalité que tu as déjà présentée dans les grandes lignes. La légende, c'est quoi? C'est que c'est une journaliste d'origine marocaine qui lutte contre l'islamisme. C'est une journaliste de Charlie Hebdo, donc qui est protégée à ce titre, parce qu'en fait, elle lutte contre l'islamisme, elle est menacée par les islamistes. Elle vit en couple avec un écrivain. On a vu ça dans des reportages à la télé. Donc dans un studio, si tu veux. Donc là, tu as l'image, si tu veux, de l'intellectuel engagé qui vit chichement. Donc qui fait des levées de fonds pour pouvoir survivre. Donc en fait, elle est très courageuse, si tu veux. Et tout ça lui a valu le Grand Prix de la laïcité du Grand Orient, parce qu'elle défend la laïcité. Donc elle est Marianne Jacques France. La loge maçonnique du Grand Orient. Voilà, principale obédience de la maçonnerie politique. Donc elle a ce titre-là, et pourquoi pas, après tout. Tout ça est officiel, c'est ouvert. Voilà, elle vit dans le, si tu veux, elle vit dans le dénuement le plus complet. Elle a son engagement pour elle est menacée par les islamistes, donc elle bénéficie d'une protection, et le Grand Orient lui remet le prix à cette militante courageuse. Or, c'est une légende. Alors déjà, donc le dossier, tu l'as résumé, en fait, elle bénéficie donc d'un logement social de la mairie de Paris. Elle vit plus en couple avec l'écrivain qui était inscrit sur sa page Wikipédia, et puis des portraits officiels qui ont été faits un peu partout dans le monde, notamment. Enfin, voilà, on lui a créé cette légende-là. La légende a été écrite, et en fait, elle vit avec le responsable de la finance islamique chez Rothschild, qui lui-même est converti à l'islam radical dans une mosquée londonienne. Elle passe sa vie entre le Maroc, Dubaï et donc Paris. Donc si tu veux, elle vit dans une sorte de faste. On voit bien d'ailleurs quand on regarde les premiers documentaires sur Zineb El Razoui et son visage maintenant, qu'elle a intégralement été refaite, c'est-à-dire on lui a fait refaire à la tête intégralement. Elle est passée sous le bistouri, et donc on l'a créée. Et pourquoi on l'a créée? Pour en faire une icône. Et donc quand on regarde bien, on voit qu'elle est éditée chez Ring, d'un côté, c'est-à-dire une certaine extrême droite, et d'un autre côté, elle a le prix du Grand Orient. Et qu'est-ce qui fait la jonction, si tu veux, entre cette aile droite du Grand Orient? Alors ça veut un peu rien dire, l'aile droite du Grand Orient, mais c'est très très simple. C'est-à-dire qu'au Grand Orient, si tu veux, tu as deux branches. Il y a ceux qui veulent appliquer la laïcité qu'aux-catholiques, qui veulent appliquer la laïcité aux catholiques, et puis il y a l'aile droite qui dit non, faut l'appliquer et aux catholiques et aux musulmans. Donc voilà. Et d'un autre côté, Ring, donc qui est une maison d'édition plutôt classée dans la droite de conviction, l'extrême droite, où on va retrouver des auteurs comme Laurent Oberton, Zineb El Razoui, Papacito, etc. Et qu'est-ce qui fait la jonction entre
ces deux blocs, en fait, c'est Alain Bauer, qui est, si tu veux, qui a la sécurité en France, qui est Bernard-Henri Lévy aux affaires étrangères, ou ce qu'est Jacques Attali à l'économie, si tu veux, c'est-à-dire le pouvoir profond, c'est-à-dire celui qui ne bouge pas, quels que soient les présidents. Voilà. Et donc, on voit qu'elle est pilotée en haut lieu pour incarner un message qui est en fait l'aggiornamento de l'islam ou l'islam des Lumières ou l'islam républicain, enfin on peut l'appeler comme on veut, qui est quelque chose en fait qui a très peu de chances d'aboutir parce qu'en fait ça n'existe que dans la tête de quelques illuminés. Et donc on sent que la révélation, je dirais, du dossier Zineb El Razoui a été bloquée parce que, je le redis, tous les journalistes de Paris y ont eu accès. Tout le monde savait. D'accord ? Et donc ce militant islamiste fait fuiter le dossier de façon massive sur les réseaux sociaux. Et là, étonnamment, on voit le niveau de protection dont bénéficie Zineb El Razoui, c'est-à-dire que c'est l'informateur, c'est-à-dire celui qui relaie les informations, qui, je le redis, sont des informations disponibles en source ouverte, est arrêté, placé en garde à vue, etc., et accusé de cyberharcèlement. Et là, je redis, c'est vraiment une dérive très très grave. Alors, il y a un troisième sujet. Donc, il y a le sujet du SDLP, il y a le sujet de la création de légendes, il y a le sujet du passage du journalisme au cyberharcèlement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment suivre parce que c'est une dérive qui me paraît très grave. C'est-à-dire Fillon, c'est du journalisme, Zineb El Razoui, c'est du cyberharcèlement. Donc là, c'est vraiment très grave. Et puis, un autre sujet parallèle qui est la complaisance, les logements sociaux de complaisance à Paris, où là, on sait, tu l'as souligné avec Jean-Pierre Chevènement, mais encore une fois, c'est pas le cas le plus criant. Nous, dans Fait les documents, il y avait la fameuse affaire de la famille de Valls qui bénéficiait d'un logement social en face de Notre-Dame. Tu vois, donc on sait que il y avait eu Alain Juppé aussi. Enfin, c'est un vieux classique, si tu veux. Donc là, voilà. Donc il y a plusieurs sujets qui se mêlent. Et donc ce qui est intéressant, c'est que la légende qu'on avait faite, c'est construction de légende. Hein. Il suffit de voir la série Le Bureau des légendes, comment on construit une légende à quelqu'un. C'était exactement le cas avec Chalgoumi. C'est-à-dire Chalgoumi, c'était un type. On va revenir sur Chalgoumi parce que c'est assez le cas Chalgoumi et le cas Zineb El Razoui sont assez ont des points communs, si tu veux, dans la duplicité, parce que en fait, on voit qu'elle est de complaisance avec l'islamisme, puisque son vrai compagnon, son vrai mari, est responsable de la finance islamique chez Rothschild, et qui lui-même est converti à l'islamisme radical dans une mosquée à Londres. Donc là, on voit qu'il y a quand même... Il travaillerait avec les Saoudiens et les Qataris, qui sont, je le répète, les promoteurs du terrorisme international. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc d'un côté, on persécute des gens qui, sont certes islamistes, mais ont pas vraiment de levier de pouvoir, alors que parallèlement, le pouvoir profond, là, pareil, Elisabeth Badinter, qui nous dit la solution face à l'islamisme, la solution ne peut plus être pacifique. Alors déjà, première remarque, l'Arabie Saoudite, c'est Publicis, donc la société de l'empire de Elisabeth Badinter qui assure la communication de l'Arabie Saoudite en France, premièrement. Donc déjà, c'est elle qui est complice. Ça, c'est énorme. Et deuxièmement, imagine que Le Pen ait dit ça, les mêmes qui prétendent lutter contre l'islamisme, c'est-à-dire la LICRA, etc., auraient attaqué Le Pen au tribunal pour incitation à la guerre civile. Donc si tu veux, il y a un vrai problème de double discours. Et je te disais sur les légendes, je reprends l'exemple de Chalgoumi, qui était exactement le même type, parce que faut comprendre que l'islam, le sujet de l'islamisme en France est un sujet extrêmement vaseux qui joue sur à la fois le trafic de drogue, à la fois l'islamisme, et avec une infiltration des services de renseignement où dessus tu peux créer des tas d'opérations de service, si tu veux. C'est un peu comparable à la Corse d'ailleurs. Hein. La Corse a été un laboratoire finalement pour ça. Je suis en train de réfléchir à ça et je le comprends de plus en plus. C'est-à-dire d'un côté le nationalisme, le grand banditisme, et dessus les services qui viennent se greffer pour certains intérêts politiques particuliers, si tu veux. Revenons à Chalgoumi pour qu'on puisse... Chalgoumi, c'est exactement ça. Chalgoumi, c'est quoi l'histoire Chalgoumi ? Chalgoumi, c'est un pizzaiolo fondamentaliste
qui fait des prêches en appelant au djihad dans les foyers Sonacotra de Bobigny. Il organise le Hadj à la Mecque pour les salariés de Roissy, dont salariés de Roissy, dont on peut quand même tous constater. Quand on passe au contrôle à Roissy, le seul type qui dans l'imaginaire serait capable de mettre une bombe, c'est le type qui est chargé de contrôler votre sac, quoi. Le type, il a la trace sur le front, il a la barbe. Enfin, c'est quand même un truc ubuesque, quoi. Et le chargé de recrutement aéroport de Roissy, c'était d'ailleurs le cousin de Gilles William Golnadel. Donc là, on voit qui est membre de la GLNF, coopté à la GLNF par le préfet Gardère, qui est un proche de Sarkozy. Enfin, là, on est dans ce qu'on appelle, ce qui est convenu d'appeler l'état profond. Et donc, Chalgoumi avait été épinglé par une note de la DST comme représentant un danger et d'islamisme sur l'aéroport de Roissy. Ça avait été l'objet d'ailleurs du livre de Philippe de Villiers, les mosquées de Roissy, qui s'appuyait sur un rapport de la DST. Et d'ailleurs, la fuite du rapport de la DST, qui en fait avait été fourni par le fils de Villiers à Philippe de Villiers, avait valu, comment dirais-je, une représaille qui avait été le déballement public de toutes les affres, si on veut, des fils de Villiers, de la famille de Villiers, sur le plan sexuel. Donc là, pareil, c'était du journalisme, c'était pas du cyberharcèlement. Enfin, passons. Et donc, ce pizzaiolo fondamentaliste qui embrigadait dans l'islamisme radical les salariés de l'aéroport de Roissy et qui appelait au djihad dans les foyers Sonacotra, était menacé d'expulsion. Et là, Samy Gozlan et les responsables de la communauté juive sont venus le voir en lui disant « Bon, écoute, soit t'es expulsé, soit tu incarneras l'islam des Lumières. » Et donc le type a dit bingo. Et donc on lui a construit sa légende de résistant aux islamistes. Et sur Zineb El Razoui, on n'est pas loin du même fonctionnement. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette affaire. Écoute, tu as été convoqué au commissariat, on t'a demandé où j'étais, comment on avait eu les informations. Enfin, c'est complètement ubuesque, c'est n'importe quoi. La France est en train de devenir une sorte de dictature d'un nouveau genre, étrange. Enfin, faut suivre, hein, parce que ce genre d'affaires vont se multiplier. Donc c'est bien important de comprendre tout ça. Je répète pour ma part que je suis chercheur, je fais de l'histoire et de la géopolitique. Je n'ai jamais été attaqué en justice, donc encore moins condamné. Et c'est la première fois que je suis convoqué par la police. Et c'est pour une coupure de presse relayée sur mon compte Twitter. Voilà. Donc, on en est là. Bah d'ailleurs, ça c'est intéressant aussi parce que si tu veux, moi, pourquoi je fais les documents et pourquoi je suis que sur papier et pourquoi je fais pas un compte Twitter? Parce que certains ont des comptes Twitter, les identitaires, sur notamment sortir des petits trucs comme ça sur l'islam radical. Et ils sont jamais inquiétés. Mais moi, si je faisais la même chose sur Twitter, mon compte serait bloqué et je serais convoqué tous les 4 matins au commissariat. Donc c'est pour ça que je suis en format papier, parce que ça permet malgré tout d'éviter la censure, puisque la censure se concentre sur les réseaux sociaux, puisque c'est devenu aujourd'hui le canal principal d'information pour les gens. Donc là, j'en appelle aussi, abonnez-vous à Fait et Documents, parce que c'est vraiment des informations exclusives, vraiment rares. Enfin voilà, donc soutenez-nous, abonnez-vous à Fait et Documents. Oui, donc j'invite effectivement mes auditeurs, mes lecteurs à s'abonner à la lettre confidentielle de Fait et Documents, que je consulte moi-même et qu'il m'arrive d'utiliser durant mes recherches et mes écrits. C'est une lettre confidentielle qui n'est pas chère, pas du tout, si on compare au prix des abonnements des autres lettres confidentielles. Et si je ne m'abuse, vous n'avez jamais été attaqué en justice. Voilà, et c'est inattaquable, tout est sourcé. De toute façon, on travaille sur source ouverte. Hein, je le redis, là c'est pareil, l'affaire Zineb El Razoui, elle est sur source ouverte. Enfin, on est en plein délire, quoi. C'est un type qui relaie des captures d'écran de sociétés de Zineb El Razoui au Maroc, est arrêté pour cyberharcèlement. Enfin, on est chez les fous, quoi. Qu'il soit islamiste ou pas, je m'en fous. C'est pas ça que je juge. Je juge juste que, en plus, si c'est aujourd'hui pour les islamistes, demain. C'est la véracité de l'information qui est importante, pas l'origine. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que demain, ce sera pour nous. Mais par contre, Marine Tuki de Mediapart, elle, c'est pas du cyberharcèlement, alors qu'elle harcèle des gens sur 10 ans, à plein temps. Enfin, je veux dire, on est vraiment chez les fous, quoi. On va conclure là-dessus. Merci Xavier Poussard, rédacteur en chef de Fait et Documents. Merci à tous. Merci à toi.